Bonjour à tous. Donc, nous allons commencer ce webinaire. D'abord, je voudrais vous remercier pour votre participation. Donc, ce webinaire qui est sur les services data et analytics sur la plateforme cloud Bluemix. Je vais commencer par m'introduire. Je m'appelle Emmanuel Devrogil et je travaille en tant que Bluemix spécialiste chez IBM, et je suis dans l'industrie IT depuis une petite dizaine d'années, avec un temps assez long passé dans les télécoms. On va faire ce webinaire à deux avec Vincent Braque, que je vais laisser s'introduire. Oui, bonjour à tous. Vincent Braque, je suis en avant-vente technique maintenant sur les offres Cloud Data Services ainsi que les bases de données on-premise type DB2. Auparavant, j'étais un professionnel des services dans l'environnement base de données depuis pas mal d'années déjà. Ça doit remonter depuis 1987. Voilà, merci beaucoup Vincent. Donc on va faire ce webinaire à deux. Alors l'agenda, ça va être assez simple. Comme on va en fait passer juste un tout petit peu de temps sur une rapide overview de ce que c'est que Bluemix et où trouver tous ces services data et analytics sur la plateforme. Et puis ensuite, on passera le maximum du temps sur la démo avec Vincent, qui fera une démo d'une application qu'il a développée en utilisant Cloud Hunt et DashDB. Donc l'idée, c'est vraiment de passer le moins de temps possible sur les slides et le plus de temps possible sur la démo. N'hésitez pas à poser toutes vos questions à travers le chat. Tout le monde est en mute. Mais vous posez vos questions sur le chat. Julien Barache, Vincent et moi-même, nous allons y répondre. Et puis, si jamais on n'a pas le temps d'y répondre, on les gardera pour la fin du webinaire, ou alors on vous répondra par mail à la suite du webinaire. N'hésitez pas non plus à nous contacter pour vos projets, si jamais vous voulez des discussions plus approfondies sur certains des sujets, certains des services. N'hésitez pas à nous contacter par email ou par téléphone. Nos coordonnées, on les affichera de nouveau à la fin du webinaire. Donc voilà, alors on va tout de suite commencer avec une rapide overview d'abord de ce que c'est que Bluemix. Si vous n'êtes pas déjà familier avec la plateforme, donc c'est la plateforme IBM de cloud d'innovation, avec la possibilité pour vous de lancer vos applications soit en mode purement plateforme as a service en quelques minutes. Vous vous focalisez sur vos développements d'applications, et IBM va se charger en fait de toute la partie infrastructure et de toutes les dépendances qui sont nécessaires pour faire tourner votre application. Donc c'est vraiment un push de votre application sur le cloud, et IBM va se charger de mettre en place toute l'infrastructure et toutes les stacks nécessaires pour faire tourner votre application. Donc c'est la partie plateforme as a service. Vous avez aussi la possibilité sur Bluemix de lancer en fait des virtual machines, donc de faire plus de l'infrastructure as a service sur la gauche du slide. Donc vous allez pouvoir lancer vos virtual machines, et ça utilise les OpenStack, les API d'OpenStack. Vous allez accéder au dashboard Horizon, qui va vous permettre de gérer toutes vos virtual machines, vos éléments de stockage, de réseau, etc. Et puis vous avez aussi la possibilité, depuis assez récemment, créer des Docker et de containeriser votre application et de faire tourner ces Docker sur le cloud Bluemix. Donc trois niveaux d'abstraction différents de l'infrastructure qui vous sont offerts sur Bluemix, et puis donc un accès à un catalogue de services très large. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à ce service de catalogue sur la partie services data et services analytics qui sont disponibles, qui vous permettent de venir enrichir votre application de façon très facile, sous forme en accédant à ces services sous forme d'API ou sous forme de code intégré dans votre application existante. Enfin, donc Bluemix se décline sous trois formes, soit en Bluemix public, donc vous pouvez y accéder, vous créez un compte gratuitement et consommer cette infrastructure, consommer ces services très facilement. Donc c'est bluemix.net, www.bluemix.net. Soit vous pouvez aussi partir sur un Bluemix dédié, donc IBM se charge de la partie de hoster l'infrastructure, et vous avez un Bluemix pour vous.
sur du bare metal dédié pour vous, et soit en local dans votre propre data center, on vient vous installer un Bluemix chez vous. Un point important, donc toutes ces technologies qui vous sont ouvertes reposent vraiment sur de l'open source, aussi bien sur la partie infrastructure as a service avec OpenStack, SoftLayer que vous connaissiez peut-être déjà, que ce soit pour la partie container avec Docker, ou que ce soit sur la partie plateforme as a service avec le Cloud Foundry. Donc je vais assez vite sur l'overview Bluemix, il y a beaucoup de choses à dire pour qu'on puisse passer plus de temps sur la partie service data et analytics. Donc en résumé sur Bluemix, en fait vous choisissez votre niveau d'abstraction, soit du platform as a service, soit de l'infrastructure as a service, soit du container. Donc c'est vous qui choisissez comment est-ce que vous souhaitez faire tourner votre application. Vous choisissez vos outils de développement. On vous offre la possibilité d'utiliser les outils DevOps IBM qui sont intégrés avec Bluemix, mais vous pouvez utiliser aussi vos outils auxquels vous êtes habitués, Eclipse ou n'importe quel type d'outil. Donc on est totalement agnostique. Vous choisissez quel type de cloud vous souhaitez utiliser, du public, du privé, du dédié, de l'hybride, avec dans le catalogue de services des connecteurs qui permettent de créer ces clouds hybrides très facilement, et puis enfin tous ces services qui vous sont accessibles, que ce soit des services fournis par IBM ou aussi par de nos partenaires qui font partie du catalogue de services en fait. Donc voilà, donc c'est une très rapide overview de la plateforme. Je fais juste un petit aparté parce que je vois qu'il y a une question sur Docker. En effet, Docker sur Bluemix tourne sur du bare metal. Donc vous pouvez faire tourner Docker soit sur des virtual machines, soit sur du bare metal. Et donc IBM vous offre la possibilité de les faire tourner sur du bare metal. Donc vous optimisez vos performances et permet de gagner en performance quand vous utilisez Docker sur Bluemix. Alors, parmi ce catalogue de services, et en fait, avant de montrer sur ce slide, je vais juste vous montrer rapidement à quoi ça ressemble le catalogue de services sur Bluemix. Donc là, je suis logué sur mon Bluemix public, j'ai un compte que je me suis créé, et donc je peux rechercher dans le catalogue de services n'importe quel type de service, que ce soit des services API Watson, que ce soit des services que je peux intégrer dans mon application mobile. Et donc là, ici, j'ai accès au catalogue de services data et analytics. Et donc, je vais pouvoir sélectionner un service, le créer sur mon espace cloud Bluemix et pouvoir le consommer par une de mes applications qui tourne sur Bluemix. Et donc, parmi ces services, Big Data et parmi ces services Analytics et bases de données qui sont disponibles, je vais en citer quelques-uns. Il y a tout d'abord le Big Insight qui est la distribution IBM de Hadoop, la distribution entreprise, et qui vous donne accès. Alors vous pouvez soit faire tourner en fait une distribution 100% Hadoop, soit vous pouvez demander à avoir un accès aussi à tous les modules complémentaires IBM tels que Big SQL, Big Sheet. Et donc, on vous fait tourner, on vous donne accès à un cluster de nodes Big Insight. Vous pouvez aussi avoir accès à des bases de données NoSQL, donc il y a Mongola, mais il y a aussi Cloud Hunt qu'on va vous montrer aujourd'hui dans la démo que Vincent va utiliser. Donc, qui est une type de base de données qui repose sur CouchDB et qui vous permet de stocker n'importe quel type de document et d'y accéder via des API REST, ce qui en fait une base de données parfaite pour des applications web et mobiles. Vous avez aussi accès dans le catalogue de services à DashDB qu'on va aussi utiliser pour notre démo et qui est une data warehouse avec des outils analytics embarqués et que Vincent va vous montrer de façon plus détaillée et que vous pouvez aussi derrière connecter avec d'autres services qui font partie du catalogue de Bluemix, comme des outils par exemple de business analytics comme SPSS et Cognos qui sont disponibles dans le catalogue de services Bluemix sous un autre nom, Embeddable Reporting et Predictive Modeling, c'est comme ça qu'ils s'appellent SPSS et Cognos. Il y a aussi des services de base de données SQL avec DB2 on Cloud qui va vous donner
le même niveau fonctionnel, si vous connaissez déjà DB2, le même niveau fonctionnel de DB2 on-premise, mis à part le fait que vous n'avez pas à gérer le coût de l'infrastructure ni la complexité de la gestion, puisque c'est un service qui est complètement managé par IBM sur le cloud Bluemix. Vous avez aussi accès à DataWork, un service qui va vous permettre d'affiner vos données, de vos données brutes en informations utiles que vous allez pouvoir après ensuite consommer via d'autres services comme par exemple Watson Analytics, DashDB, CloudHunt, etc. Donc ça c'est un exemple de quelques services qui sont disponibles dans le catalogue. Bon, évidemment il y a énormément, donc de tous les détailler, ça prendrait beaucoup trop de temps, mais je vais en citer encore quelques-uns autres de services data et analytics. Il y a des services de partenaires comme Redis, par exemple, que vous connaissez peut-être déjà, qui est un key value store qui permet de faire qui est souvent utilisé comme un persistent caching. Il y a Elasticsearch qui est aussi disponible dans le catalogue. Il y a Spark qui est disponible on demand et qui est totalement managé par IBM. Il y a aussi des outils de streaming, enfin il y a principalement un service de streaming qui va vous permettre d'ingérer en real time et d'analyser des données sans vous préoccuper de l'infrastructure. Donc ça c'est des services qui sont tous principalement complètement managés par IBM. Donc vraiment vous allez sur le catalogue de services, vous cliquez, vous créez votre service et ça prend vraiment quelques secondes de le stager et vous avez accès, vous pouvez l'intégrer dans votre application et le consommer immédiatement. Donc voilà pour une rapide overview. Avant de passer à la démo, je vais juste vous montrer en fait encore une fois. Donc si vous souhaitez avoir plus d'informations, tous ces services sont documentés. Donc vous pouvez, quand vous cliquez sur un des services, je vais prendre par exemple le service IBM Insight for Twitter. Si je clique sur le service, je vais avoir accès en fait à la documentation. Je vais pouvoir créer le service, avoir toutes les informations de pricing. Et je vais avoir aussi accès aux informations de la documentation. Alors, ça prend un peu de temps à charger, c'est toujours comme ça. Et il y a aussi toute une section qui vous permet de mieux choisir les services analytics et data adaptés à vos use cases. Donc, ils sont détaillés ici. Donc, tous les services que je vous ai mentionnés, plus d'autres. Et en fait, je vais pouvoir accéder ici à plus d'informations, savoir si le service est bien adapté à mon use case que je souhaite réaliser. Donc j'ai un petit peu de problème sur ma connexion. Et ce que je vais faire, c'est que je reviendrai peut-être après là-dessus. Et donc je vais laisser en fait Vincent présenter ce qu'il va faire comme démo aujourd'hui sur Bluemix. Vincent, si tu veux. Oui. Tout le monde m'entend là? Tu m'entends? Ouais, très bien. Ok, très bien. Oui, alors aujourd'hui je vous propose de vous montrer une intégration de la donnée dans plusieurs environnements donc accessibles via Bluemix, à savoir ce qu'on appellerait un operational data store qui est IBM CloudHunt. Et on verra aussi l'utilisation de ces mêmes données à travers l'offre DashDB qui est une base de données relationnelle orientée pour la partie analytics. Alors j'ai intitulé un peu cette démonstration la donnée sous toutes ses formes, toujours et partout, simplement pour montrer finalement que selon le cas d'usage, on a besoin d'avoir des données sous une forme ou sous une autre. Alors un exemple ici sur ce chart, je suis parti finalement pour faire cette démonstration de données que j'ai récupérées sur les open data du gouvernement français. Entre autres, c'est les bases d'adresses françaises. Hein. C'est une base qui contient plus de 26 millions d'enregistrements et qui permet de géolocaliser chaque adresse postale ou ce que l'on retrouve dans les rues, collectées par l'INSEE, la Poste, etc., etc. Simplement, ces données-là, je les récupère au format CSV, hein, qui est un format tout à fait universel et connu de tout le monde. C'est une première forme d'information.
Je vous montrerai, donc j'ai chargé ces informations, alors je fais appel à une API spécifique de l'environnement Cloudhunt, le bulk pour charger en masse, pour pouvoir stocker cette information dans la base de données Cloudhunt. Alors je vous présenterai un peu après ce qu'est la base de données Cloudhunt. Alors, je vais même commencer d'ailleurs tout de suite. Cloudhunt, c'est une base de données que l'on peut nommer NoSQL, à savoir la principale particularité de ce type de base, c'est d'être capable de stocker tout type de documents, tout type d'informations, tout type de données, sans avoir pour cela besoin de définir auparavant le type de données que l'on doit stocker. Spécifiquement, le Cloudhunt est comment dire, un gestionnaire de documents au format JSON. Alors JSON, c'est une norme qui existe depuis déjà bien longtemps dans l'environnement du web, dans les développements web, qui permet d'échanger facilement de l'information entre, par exemple, des pages web, mais pas seulement, entre serveurs, etc. Très simplement. Je vous montrerai un petit exemple par la suite de ce type de document. Une fois que j'ai ces informations-là, je vais vous montrer qu'ensuite on va pouvoir, à travers l'offre Cloudhunt, être capable de le répliquer, donc dupliquer l'information sur des clusters, des bases de données Cloudhunt différentes, qui sont un petit peu symbolisées par le petit logo qui représente un petit nuage, ça c'est le logo de Cloudhunt. Je vais par exemple pouvoir me stocker l'information ici dans un serveur côté New York et avoir une réplication vers un serveur à Paris. Alors ça peut avoir des intérêts multiples en termes de répartition de l'information géographique de façon à positionner l'information nécessaire à mes applications ou à mes consommateurs d'informations au plus près géographiquement de leur position, donc améliorer les temps de réponse, etc., tout en ayant une seule et unique base de données logique. Donc c'est très simple à faire côté Cloudhunt et ça permet de faciliter l'accès à l'information. Et d'autre part, la gestion de la réplication est prise en charge entièrement par Cloudhunt, ce qui libère complètement l'utilisateur, le développeur, de cette problématique de réplication qui est en général quelque chose d'assez complexe à réaliser. L'autre intérêt aussi de faire cette réplication, c'est pas uniquement de répartir l'information de manière géographique, mais ça me permet aussi éventuellement d'assurer de la disponibilité, de la haute disponibilité, à savoir, par exemple, supposons que j'ai mes données sur un environnement à New York, comme montré sur ce graphe, répliqué en même temps sur un environnement du côté de la Californie. En cas de, comment dire, d'une défaillance de mon cluster ou de ma base de données Cloudhunt à New York, je suis capable de réorienter finalement l'accès sur ma base qui se trouverait en Californie et de ce fait avoir une continuité dans la distribution de l'information et la manipulation de l'information depuis les applicatifs. Alors ce petit aspect finalement, ça souligne l'adverbe toujours que j'avais mis dans le titre de cette présentation, toujours voulant dire quoi qu'il arrive, je suis capable d'accéder en permanence, comment dire, l'information. Alors, une petite remarque importante, c'est le use case et l'intérêt de Cloudhunt, c'est d'avoir une capacité de traiter des volumes d'informations très conséquents, des gigas, des téras, des pétabytes, avec comment dire, des accès très nombreux, des connexions très nombreuses. Un exemple, nous avons un client qui a commencé avec un cluster Cloudhunt avec 3 datanodes sur lesquels on va stocker l'information. Et ce cluster a grandi en moins d'une année à plus de 150 clusters, à 150 nœuds data. Pourquoi? Parce que c'est un éditeur de logiciels de jeux sur tablette, téléphone. Les jeux, évidemment, ont eu un succès considérable. Ils ont eu besoin, effectivement, de pouvoir s'agrandir au fur et à mesure des besoins. C'était une solution, un Cloudhunt, qui permet d'avoir une élasticité en termes et une scalabilité importante. J'accède toujours de la même manière à l'information, quelle que soit l'infrastructure qui se trouve derrière. J'ai noté aussi partout, on en a parlé un peu avec cette notion de pouvoir distribuer géographiquement l'information, et pas seulement, c'est aussi
pouvoir disposer de l'information depuis n'importe quel environnement applicatif. Alors ici, j'en ai mis deux environnements, hein, par exemple les tablettes et téléphones, smartphones et n'importe quel objet dit intelligent capable de se connecter sur le réseau avec un minimum d'intelligence. Je serai capable de récupérer de l'information depuis ma base Cloudant, mais pas seulement. Ici, vous voyez, j'ai symbolisé une petite base de données, c'est-à-dire que je pourrais très bien imaginer d'avoir une application qui marche en mode déconnecté lorsqu'il n'y a pas de réseau, lorsque l'utilisateur a déconnecté le mode data de sa tablette, de son smartphone ou que sais-je encore, de pouvoir travailler en local. Parfois, on est capable de collecter par exemple des événements, des informations en local, stockées sur cette petite base Cloudon, si vous préférez, au niveau du smartphone. Et lorsqu'il y a une nouvelle communication qui est établie, automatiquement, avoir une réplication entre la base incluse dans le smartphone vers le serveur Cloudant ou le cluster Cloudant auquel je suis connecté. On a la même chose ici, on peut retrouver le même principe éventuellement, mais y compris dans des applications web, dans des pages web. Donc avoir la possibilité, par exemple, à partir d'un Firefox, d'un Explorer, d'un Safari, d'un Chrome, etc., d'accéder à l'information aussi localement et d'avoir aussi des mécanismes de réplication automatique. Tous ces mécanismes de réplication, encore une fois, c'est quelque chose d'assez complexe à mettre en œuvre. L'utilisation de ces extensions, si on peut dire, Cloudon sur les environnements clients, c'est pris en charge par l'infrastructure Cloudant. En termes de développement, il n'y a pas de développement, simplement à dire entre quelle base je vais répliquer ma petite base locale et ma petite base remote. D'accord ? Donc ceci, ça permet de souligner l'adverbe ou l'adjectif partout. Voilà, je peux la répartir géographiquement de cluster Cloudant, mais je peux aussi avoir mon information qui se trouve répartie à travers mes applicatifs. Alors typiquement, les applications par exemple de l'éditeur de jeux canadien, typiquement il y a une petite base locale quand l'utilisateur est en train de jouer pour collecter ses résultats, et ces résultats ou ces interactions avec les jeux peuvent être régulièrement répliqués vers la base centralisée. Inversement, la réplication peut être, vous voyez ici j'ai souligné que c'est dans les deux sens, alors ce n'est pas forcément une obligation, c'est au niveau du développement de l'utilisateur que l'on va définir si on fait une réplication dans un sens, dans un autre, ou quelque chose une réplication bidirectionnelle. Je continue sur mon petit voyage dans les données. Cloudant, c'est vrai, voyez-vous, c'est comment dire, vraiment orienté disponibilité de l'information avec très nombreuses connexions, des volumes très importants. Être capable de donner des réponses très rapidement en quelles que soient les conditions, quitte à changer de cluster, mais ça ne va pas répondre à l'ensemble des nécessités de traitement de l'information. Un exemple, on peut imaginer que vous ayez des activités qui sont réalisées à travers les applications que vous avez développées, alors soit sous forme de page web, soit sous forme d'applicatifs embarqués dans les tablettes et les téléphones. Donc vous collectez des informations sur la manière d'utiliser l'application, sur la manière de faire les recherches, etc., etc. On pourrait imaginer, bien entendu, que ce type d'information est très intéressante en termes d'analytics pour en déduire un comportement, une connaissance du client. Le mieux actuellement, c'est de transférer finalement cette information vers un environnement vraiment orienté analytique. Cloudon, souvent on le positionne dans le big data au sens, oui, c'est capable de fournir de l'information en masse avec une fréquence très importante de nombreuses connexions, mais vraiment pour faire l'analytics, on a encore cet environnement qui est l'environnement relationnel, où on a préparé les données, être capable de faire tourner, les produits d'analyse, etc., déjà disponibles sur le marché. Donc c'est pour ça qu'on a la capacité avec Cloudon d'établir des ponts de communication assez simples pour transférer l'information d'une base Cloudon vers une base d'HDB. Alors d'HDB, c'est une base relationnelle orientée analytics avec de très fortes capacités en termes de manipulation de très grands volumes d'informations. Rapidement, d'HDB, c'est une base orientée colonne plutôt que ligne.
qui fait appel à de la compression ultra efficace et comment dire et aussi efficiente dans sa manipulation. Un exemple, lorsque vous faites des comparaisons de valeurs, il n'est pas nécessaire pour DHDB de décompresser pour pouvoir comparer, savoir si la valeur A est supérieure à la valeur de B. On peut, c'est ce qu'on appelle l'actionable compression, c'est-à-dire que c'est pas parce que je compresse que lorsque je fais une recherche d'informations, je suis obligé de décompresser. Et là, c'est un gain faramineux en termes de, comment dire, de temps de travail, puisqu'on va travailler en permanence sur des données compressées qui nécessitent évidemment moins d'entrée-sortie avec une plus grande efficacité. Voilà. Comment dire, transfert d'informations entre Cloudant, format JSON qu'on va vous présenter tout de suite, et le format d'HDB, c'est une fonctionnalité de l'offre Cloudant, c'est fait automatiquement, à savoir que vous allez définir un processus de warehousing, et qui va consister non seulement à transférer l'information, mais au préalable à analyser les documents qui se trouvent dans les bases, pour pouvoir en déduire une structure sur les tables. Encore une fois, DHDB, c'est un environnement relationnel, et là, on n'est pas dans un environnement schémaless, c'est-à-dire qu'on doit définir auparavant, avant de stocker l'information, la structure de l'information. D'accord ? Autre remarque concernant Cloudant, Cloudant est fourni aussi tout un ensemble de fonctionnalités qui permettent d'alléger les développements applicatifs. Entre autres, Cloudant est capable d'indexer l'information, alors avec un format d'index tout à fait classique, à savoir on va indexer une propriété comme n'importe quel index, mais on est capable aussi avec de Cloudant d'ajouter des fonctionnalités d'indexation textuelle, c'est-à-dire on tient compte de la nature de la langue. On ne va pas indexer les mots de liaison, les articles indéfinis, les articles définis, etc., etc. On va aussi normaliser dans l'indexation la présentation des mots, c'est-à-dire que le mot, qu'il soit au masculin, au féminin, au singulier, au pluriel, sera toujours le même mot. Vous voyez, c'est toujours ce type de recherche qui peut être très intéressant, c'est qui entre autres permet de faire des recherches génériques et ultra efficaces. Et puis aussi, Cloudant est capable de comprendre la notion de géographie, à savoir la notion essentiellement de position. J'ai une information dans mon document qui contient la position géographique de l'objet qui est décrit à travers le document. C'est-à-dire que Cloudant sera capable de me proposer des API permettant de manipuler cette information géographique. Un exemple, et c'est ce que je vous montrerai dans l'instant d'après, être capable, par exemple, de retrouver tous les documents donc contenant des positions géographiques qui se trouvent dans un rayon de 2000 mètres par rapport à un point géographique donné comment dire, sur la carte. Donc ça permet d'accéder à ce genre de manipulation qui, lorsqu'on le regarde dans le détail, est extrêmement complexe et effectivement très rapidement par le fait de l'existence d'index. Alors je vais vous montrer passer sur sur l'interface d'administration. Alors Cloudant, c'est comme le disait Emmanuel, une offre qui est disponible à travers Bluemix, ou alors vous pouvez aussi tester cette offre. Alors tout le monde voit, ouais, pardon. De voir tester cette offre en se connectant directement sur cloudant.com et en ouvrant un compte en termes d'essai. Autre chose qui est remarquable sur ce type d'offre de départ, on va dire une offre freemium, c'est que tant qu'on n'a pas atteint $50 par mois de frais, ce n'est pas facturé. Alors $50, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, moi, vous voyez, ici, j'ai une base, je vais travailler sur des bases que j'ai définies, pour cette démonstration. Un exemple, j'ai une base qui s'appelle... alors, attendez, que je remonte. J'ai le petit écran là qui m'embête. Voilà. J'ai une base, par exemple, qui représente les adresses en France, ce qui fait, par exemple, 26 millions de lignes, et qui est d'un volume de 16 gigaoctets.
bon, je suis bien en dessous du radar des 50 $. Donc on peut quand même commencer à tester avec des bases de données quand même qui ont une grandeur réelle. D'accord. Alors, revenons sur cette interface. Hein, ici, j'ai sur cette interface l'ensemble des bases que j'ai créées dans mon environnement. Et prenons par exemple la base adresse. C'est une des bases sur laquelle je vais travailler. Donc cette base adresse contient un ensemble de documents JSON. Donc nous avons parlé des documents JSON. Qu'est-ce que c'est? C'est simplement cette façon de présenter l'information. Donc, vous voyez, on a des accolades, hein, l'information se retrouve entre accolades, et puis on a affaire finalement très classiquement à une clé auquel est associée une valeur. Par exemple, j'ai ici le nom de voie, hein, qui est pour moi un membre, une propriété de ce document est associée à une valeur qui est route nationale 1. Cette structuration est très intéressante, il ressemble finalement assez fortement à de l'XML, mais avec la simplicité. Vous voyez, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus allégé qu'un XML. C'est pour nous le succès de ce genre d'utilisation. JSON, encore une fois, n'est pas quelque chose de nouveau qui a été apporté par le NoSQL. Hein. C'est vraiment des besoins qui existaient auparavant de ce type de base, à savoir le besoin d'échanger l'information, par exemple, entre une page web et le serveur en conséquence, pour me permettre d'avoir des pages qui soient dynamiques et qui soient rafraîchies de manière partielle en fonction de l'activité de l'utilisateur ou les interactions de l'utilisateur. Ça veut dire que c'est important, en termes de développement, on a beaucoup de connaissances, beaucoup connaissent déjà le JSON. On a donc facilité d'accès à cette information qui se trouve stockée dans l'environnement Cloudant. Voilà. Ici, j'ai un type de document que j'ai structuré d'une façon qui m'intéressait, ou dans laquelle, vous voyez, je mets, par exemple, c'est une adresse, donc c'est l'adresse route nationale 1, le numéro 0, dans la commune de Mtsamboro, donc 97.6, il me semble que c'est les Comores, hein, dans laquelle je mets des informations qui décrivent finalement cette adresse. Et puis j'ai rajouté aussi une information de type qu'on appelle géométrie. Alors je dis que finalement, à l'intérieur, je décris un point géographique dont les coordonnées sont ici. Ce sont des coordonnées très classiques GPS, hein, que l'on retrouve un peu partout dans les applications de géographie. En l'occurrence, ici, on a la longitude et la latitude. D'accord, donc il y a un accord. Alors, pourquoi je l'ai formaté comme ça? Parce que, Cloudant est capable de comprendre ces données qu'on a dit au format GeoJSON. Le format GeoJSON, c'est quelque part, j'ai un membre géométrie qui est structuré de cette façon-là. Par exemple, ici, j'ai une donnée, un document GeoJSON qui décrit un point, mais ça pourrait être un document qui décrit des lignes, des polygones. Et à partir de là, je peux accéder à toutes les API de manipulation géographique d'une manière très simple, hein, je vous montrerai juste après, pour dire est-ce que le point que je donne en termes de paramétrage se trouve à l'intérieur ou à l'extérieur du polygone géographique qui serait décrit ici. Voilà. Donc voilà ce qu'est un document JSON. Autre point remarquable, je pourrais très bien avoir un document JSON qui ne contienne pas le numéro. Et alors, le Cloudant est capable bien sûr de le stocker et de le manipuler et de le rendre. C'est là où on a cette notion de ce qu'on appellerait schemaless, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'écrire l'information au serveur Cloudant. Auparavant, avant de le stocker, je peux créer n'importe quelle information sous n'importe quelle forme. La seule chose requise dans notre cas de figure, c'est que ça soit une représentation de JSON de l'information, à savoir une clé et puis la valeur de la clé, qui est de toute façon très couramment utilisée. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de capacité, de travailler avec, alors quand c'est, parce que il me demandait de faire une mise à jour, hein, de faire une capacité de recherche. Dans mes 26 millions d'adresses, effectivement, moi je vais à travers mon application, je vais m'intéresser
à une seule adresse. Pour commencer, on verra par la suite plus tard comment les combiner. Parmi ces adresses, je vais avoir des besoins de recherche. Pour ce faire, dans Cloud Hunt, je vous ai expliqué tout à l'heure qu'on était capable de faire des index, de créer des index de type textuel. Donc c'est très simple en Cloud Hunt pour se créer un index. Ici, je vais rechercher sur l'index que j'ai créé. Finalement, dans la création de l'index, c'est moi qui vais indiquer sous format JavaScript ce que je veux indexer. Par exemple, si mon document a une propriété de type qui s'appelle non-voix, qui serait de string, à ce moment-là, je demande à indexer non-voix avec le mot-clé voix. Voix, ça va me servir finalement ici, en minuscule, dans mon critère de recherche quand je vais appeler cet index. Et cet index, cette manière de faire est très très intéressante puisque ici je fais une indexation d'une propriété directement, mais rien n'empêche d'indexer déjà une donnée qui aurait été traitée. Par exemple, ce non-voix, je pourrais très bien me dire, j'ai des données qui sont parfois en minuscules, parfois en majuscules, de ne pas indexer non LD, mais d'indexer la fonction uppercase de non LD, qui serait le nom de la voix au format normalisé, de façon, voyez-vous, donc c'est une capacité d'indexer absolument n'importe quoi à partir ici d'un document. Une fois que j'ai créé, comment dire, cet index, je fais sauvegarde et le système va se charger de l'indexation. Autre ici, petite chose intéressante, puisqu'on a affaire à des index textuels, il est peut-être intéressant d'avoir une indexation qui tienne compte finalement du type de la langue dans laquelle les données sont exprimées. Donc ici, j'ai la capacité de donner, dire, ben voilà, la voix, je veux que ça soit indexé en utilisant un analyseur français, puisque ce sont des données françaises. Alors ça c'est important, c'est pour finalement savoir remplacer les et, accent aigu, accent grave par des e, ou inversement être capable de donner une recherche en non accentué pour récupérer les données accentuées, supprimer les mots intermédiaires, les mots de liaison, les deux, les petits adverbes et d'autres genres de choses, voire avoir d'autres type d'indexation basé sur des mots-clés. Là, on revient plus sur des informations, le simple, un peu plus sur de l'indexation un peu classique. D'accord ? Une fois que c'est fait, je peux, comment dire, lancer l'indexation, la base sera indexée. La même chose ici, comment fais-je pour indexer une base de données au niveau géographique? Alors, sciemment, je change un peu l'interface. Ici, je retourne dans ma base et on s'aperçoit finalement que la création d'un index revient à créer un document spécifique. Simplement, dans son identifiant, vous avez quelque chose qui commande par underscore design et ensuite le nom de l'index. Vous voyez, l'indexation est toute simple. En termes de, comment dire, Cloud Hunt, il suffit de plutôt que de dire j'indexe une donnée, je fais appel à la fonction stindex au lieu de la fonction index. Okay. Ici, vous voyez, je lui donne directement en paramètre la géométrie et Cloud Hunt, c'est ce qu'est une géométrie. Ça peut être un point, ça peut être une ligne, un polygone, plusieurs points, plusieurs lignes, plusieurs polygones, et structuré au format GeoJSON, c'est celui qui permet de décrire un peu ce type de géométrie. Alors passons un peu maintenant de la théorie à la pratique. Voilà, j'ai des données ici qui me sont disponibles. J'ai une base de données, donc la base des adresses. Je vais travailler aussi sur la base des activités sportives. Alors c'est aussi une base de données que j'ai récupérée depuis des open data du gouvernement français. Alors si ça vous intéresse, les open data sont accessibles sur data.gouv.fr. Et il y a énormément de bases de données. Je vous ai pas montré par contre ce que à partir de quoi j'avais travaillé pour générer ces bases. Alors un exemple ici, c'est le fichier typique que j'ai reçu de cet Open Data français, dans lequel j'ai une information et voilà l'ASCII délimité. Voilà. Donc moi j'ai fait un travail de chargement pour transformer ces données qui sont au format, comment dire, ASCII délimité. Là, on peut faire appel à des petits outils tiers. Moi, j'ai juste fait un petit template, j'ai écrit ça en JavaScript pour transformer
ce formalisme en un formalisme qui est plutôt de ce type-là, voyez, où j'ai finalement décrit un document complet, à savoir l'identification, le type, feature, property, qui représente exactement le contenu de mes documents dans ma base School, la France School par exemple. Alors m'en veuillez pas, parce que j'étais parti d'avoir un mot anglais sur des présentations françaises. C'est parce que bien sûr j'ai dans la tête d'essayer de promouvoir ce type de présentation en dehors de France pour promouvoir l'environnement Cloud Hunt. Donc voilà par exemple, à partir de mon fichier plat, j'obtiens par exemple pour le lycée professionnel Alexandre Bérard qui se trouve, comment dire, d'ailleurs à ce niveau-là, j'ai pas la position, je n'ai que la position géographique. C'est un lycée des métiers. J'ai cette information qui a été issue de mes fichiers plats. Donc j'avais une première format de mon information, le fichier plat ASCII. Deuxième format, les données au format GeoCision. Alors un exemple d'utilisation, j'ai développé vraiment très simplement une petite application purement web qui me permet d'aller rechercher une adresse. Par exemple, supposons que j'ai un habitant qui se trouve au 33 de la rue Gambetta à Lille. Alors pourquoi cette adresse-là? Parce que je suis moi-même originaire de Lille, donc j'ai travaillé à partir de là. Simplement, voilà, le type de requête qui va être émise et qui peut être émise par n'importe quel applicatif. Ce que je n'ai pas précisé, ou vous l'avez vu dans le transparent, c'est une API RESTful, c'est-à-dire que toutes les interactions avec ma base Cloud Hunt se fait à travers comment dire, des accès HTTP. Un exemple ici, voilà, je vais rechercher dans la base France Adresse sur le serveur vebracloudamp.com. Je fais appel, comment dire, au document de design, sous-entendu à l'index qui s'appelle search address, et à l'intérieur, j'ai un index qui est by address. Voilà ma requête. Donc le Q pour indiquer, introduire la notion de requête, j'aurai le numéro 33 et que la voie soit Gambetta et que la commune soit Lille. Et en plus, je veux inclure le document parce que je veux récupérer les informations. Donc on parle toujours de document de GeoCision. Donc je clique, j'ai l'information qui m'a été renvoyée. Là, j'ai utilisé l'index dans la partie textuelle de la chose. Bon, la cartographie là, qui vous est présentée ici, c'est complètement indépendant de Cloud Hunt. J'utilise une petite bibliothèque, quand je dis petite, au sens volume du terme, pas en termes de puissance, qui s'appelle Leaflet, qui est un développement libre, qui me permet simplement d'aller rechercher la cartographie et y insérer des points remarquables. Alors par exemple, à travers cette petite, comment dire, à travers cette utilisation de la bibliothèque Leaflet, je suis capable facilement de prendre tout ce qui se trouve au niveau de mon document GeoJSON et de le stocker et de le présenter. Voyez-vous, ici on retrouve effectivement le nom de mes propriétés et la valeur. Donc présenter simplement. Vraiment, c'est des développements qui sont très simples à faire. Voilà, j'ai retrouvé j'ai trouvé la position du 33 rue Gambetta dans la ville de Lille. J'ai les informations complémentaires. Je voudrais par exemple faire travailler et vous montrer la capacité de travailler au niveau géographique. Je peux peut-être me poser la question quelles sont les activités sportives qui se trouvent, je sais pas, disons à 300 mètres de ma position de départ. Donc je fais une recherche simplement par la distance, je ne cherche pas un type de sport particulier, j'appuie donc sur ce bouton et ça va me générer finalement, alors c'est bien sûr l'application qui a été développée par derrière qui génère un accès. Vous voyez, je fais encore des requêtes HTTP, je vais m'intéresser maintenant à la base qui s'appelle France Sport Activité. Je vais utiliser un index GeoDD et c'est c'est un index géographique. Et je veux prendre la relation, c'est-à-dire que je voudrais tous les documents de cette base-là qui sont en relation avec le point qui est indiqué ici, et la relation c'est dans un rayon de 300 mètres. Donc il y a énormément de possibilités. À la place d'un point, je pourrais très bien fournir l'ensemble des points d'un polygone et dire tous les documents qui ont leurs coordonnées géographiques contenues dans le polygone qui est passé en paramètres. Vous voyez, c'est très simple à faire en termes de programmation.
ça ne me demande pas de connaissances spécifiques en termes de géographie, et j'exécute. Donc il exécute, voilà, il me renvoie cette information avec toujours la même remarque, le repositionnement et le zoom sur une des données, c'est pris en charge par l'applicatif. Donc un exemple, je regarde ici, j'ai effectivement la possibilité de faire de l'expression gymnique, donc je suppose que c'est de la gymnastique ou associée, et c'est dans un rayon de moins de 300 mètres puisque j'ai fait ce calcul-là. Je vais essayer de dézoomer. Normalement, je devrais avoir d'autres. Voilà, oui, j'en ai un autre ici. Voilà, qui c'est une activité forme et santé. Donc information, hein, une installation qui s'appelle Fitness 222. Donc tout ça, c'est issu de la base du gouvernement français qui reprend à peu près les 400 000. Enfin, ce n'est pas forcément exhaustif, mais en tout cas, c'est exhaustif au niveau des équipements publics en termes de, comment dire, d'information. Alors on peut se poser, après aller un peu plus loin. Ici, je voudrais combiner un peu du géographique et de la recherche. Supposons que je sois plongeur et j'aimerais rechercher des informations. Est-ce que je suis capable, à partir de ma zone, de retrouver une activité sportive de type plongée autour de ma position? Donc là, je vais repartir dans l'indexation géographique et simplement pour dire finalement retrouvez-moi tous les documents de type plongée. Et pour me présenter les choses, je vais lui demander d'avoir un tri sur la notion de distance, bâtie sur la longitude et latitude qui se trouve ici. Bien entendu, dans mon indexation, j'ai indexé les informations de distance, ce qui me permet finalement de retrouver, de combiner l'information de type géographique avec des informations textuelles. Ça, c'est un index, ça c'est offert par l'index textuel qui me permet de faire ça. Alors bien évidemment, là j'en ai pas. Je vais essayer d'agrandir le rayon d'action de 3000 mètres et je devrais trouver au moins un club capable de m'offrir. Effectivement, il y a une piscine à Lille qui s'appelle Max Dormois et qui donne la capacité, hein, il y a un club de plongée. Et voilà, tout ça pour montrer finalement que je suis capable de produire des recherches extrêmement complexes basées sur les variations d'une langue, de combiner aussi cela avec comment dire, l'exploitation géographique de l'information, très simplement et très rapidement en termes de développement. Ce développement ne m'a pas pris plus de 2 jours, hein, et encore dans les 2 jours, il fallait compter mon éducation propre sur l'environnement JavaScript. Donc j'ai la même chose au niveau des écoles, hein, je fais par exemple une recherche géographique, simplement, vous voyez, je reprends une autre base de données et j'aurais aimé les choses. Donc je n'ai pas d'école apparemment, ou alors il faudrait que je remette à 0, pardon, le compteur. Ah oui, non, pardon, je sais pourquoi. C'est parce qu'il faut quand même que je précise le type d'école. Par exemple, est-ce que c'est école? Donc je ne mets même pas accentué et automatiquement, voilà, il fait ma recherche. Effectivement, il y a une petite école qui s'appelle l'école primaire Michelet niveau 2 et qui se trouve pas très loin, en tout cas à moins de 1000 mètres de ma position de départ. Voilà pour montrer la facilité avec laquelle je suis capable d'accéder à l'information, de manipuler cette information. Imaginez que ce type d'application, supposons que j'ai un très grand succès, que j'ai des dizaines de milliers de connexions en parallèle, Cloudon est capable de m'offrir l'infrastructure, hein, me permettant de manipuler cette information. Donc, la base de données, ce qui est important, effectivement, c'est stocker l'information, mais j'ai coutume de dire que c'est la partie facile. À la limite, on achète du disque, on pose l'information. Mais ce qui est important, c'est d'être capable de récupérer l'information et d'offrir des traitements simples à l'utilisateur, en l'occurrence, nous, le développeur. Je reviens sur mon interface. Simplement, moi, je suis capable de créer des, comment dire, des réplications. Alors ici, je vais partir sur un autre serveur Cloudhunt, qui est une autre serveur, et j'ai établi comment dire, une relation, une réplication entre cette base qui s'appelle Search Exerciser et puis la base Search Exerciser que j'utilise qui m'a servi pour supporter comment dire, ma démonstration. Alors un exemple, ici j'ai défini ici cette relation. Là aussi, si je clique ici, finalement la réplication, ça peut être défini à travers
comment dire, l'interface d'administration, mais ça peut être simplement défini de manière programmatique, à savoir je crée un document de réplication. Alors ça, ce document de réplication, au départ, j'avais indiqué quelle était la source, quelle était la cible, et si c'était continu ou pas. Ce qui a été rajouté, vous voyez, toutes les informations techniques, etc., ça a été rajouté par le processus de réplication. Pour mettre en œuvre une réplication de manière programmatique, hein, je crée un document JSON qui a au minimum la source, la target, si je crée la cible, pardon, et savoir si je veux faire que continue ou pas, avec des informations éventuellement de contexte qui me permettent d'intégrer les notions de sécurité dont je ne vous ai pas parlé. Bien entendu, l'accès aux informations sont totalement protégés. Cette petite base Search Exerciser, qu'est-ce que c'est? C'était justement finalement quelque chose dont je ne vous ai pas parlé, mais qui est systématiquement inclus à chaque fois que je vais cliquer. Moi, j'ai rajouté dans mon applicatif d'envoi de générer de l'information statistique. Donc, c'est dans cette base Search Exerciser qui me permet donc de récupérer l'information. Alors, un exemple. Je vais aller chercher les documents, je vais aller essayer de retomber sur les anciens documents. Alors voilà, une petite recherche, allez, évidemment. Alors, qu'est-ce que je fais? Donc je reviens sur cette base Search Exerciser, voilà, je vais reprendre par exemple, aller un peu plus loin pour montrer un peu la structuration. Voilà, moi je me suis généré par exemple un petit document, comment dire, statistique pour dire par exemple j'ai une personne qui a fait une recherche sur le 33 rue Léon Gambetta à Lille et à un moment donné il a essayé de retrouver est-ce que j'ai eu des sports de type plongée qui se trouvaient à 2000 mètres de distance. Le résultat ici, la consistance, c'était effectivement il a trouvé. Alors ça peut être intéressant ce genre de choses. On pourrait imaginer qu'on mette ça à disposition des utilisateurs, des habitants, et en déduire finalement quels seraient les besoins en termes d'équipement sportif. Alors ça c'est sur un exemple. Si on a le sport a été trouvé, alors toutes ces informations sont générées par ma petite application, bien entendu. Bon, ça veut dire qu'effectivement, à chaque recherche, les gens sont satisfaits. Bon, peut-être qu'il est plus intéressant, c'est surtout de connaître l'insatisfaction pour en détecter les besoins en termes d'équipement. Ce type d'information, finalement, je pourrais l'analyser là, mais c'est pas forcément l'environnement le plus adéquat en termes d'analytique, etc., au niveau des données stockées. Donc, l'idée, c'est de passer cette information automatiquement. Donc, je vais m'en aller sur cette fonction qu'on appelle warehousing. Hein, c'est un mot, comment dire, un peu technique, hein, un peu pompeux, on va dire, qui consiste finalement, qu'est-ce qu'elle va faire? De prendre une base et puis de transformer cette base au format relationnel. Là, je l'ai fait auparavant, simplement, encore une fois, lorsque vous créez une nouvelle, comment dire, une nouvelle réplication de warehousing, si vous préférez, le système va faire appel à un schéma discovery process. Hein, c'est un système qui permet d'analyser un certain nombre de manière statistique documents pour essayer d'en déterminer la structure commune. Et à partir de cela, on va en générer une déclinaison sous format relationnel. Alors, je clique ici sur le View, ça me propulse dans mon environnement d'HDB. Implicitement, ça veut dire que lorsque vous avez l'offre Cloudant, vous voulez warehouser, comment dire, une base de données, automatiquement, si vous n'avez pas de compte d'HDB ou vous n'avez pas déjà utilisé de services d'HDB à travers Bluemix, vous allez avoir cette création automatique, ce provisioning automatique de cet environnement. Par exemple, ici, moi, je suis reconnu comme étant le dash 016 839. Je vais aller simplement maintenant voir mes tables, hein, très classiquement. Cette interface, alors ici, c'est une base de données relationnelle. Voilà les tables que j'ai à ma disposition. Tiens, c'est Search Exerciser, ça me dit quelque chose. La structure de la table, vous voyez, tout a été automatiquement converti. C'est du varchar. Ici, le query time, moi, je l'avais stocké au format, comment dire, temps Unix. Vous savez, le nombre de millisecondes qui s'est déroulé depuis le 1er janvier 1970. Il en a transformé en format integer, entier, pardon.
Si j'avais des données qui étaient au format géographique, ici on aurait des données au format aussi géographique qui me permet aussi dans cet environnement de faire des recherches au format géographique. Bon, simplement, ici, ces données-là peuvent être ensuite analysées par n'importe quel outil. Simplement ici, je fais simplement une, comment dire, une analyse du contenu simple. Hein, voilà. On retrouve finalement les informations qui avaient été poussées depuis mon applicatif vers Cloudhunt au format d'HTTP. Donc voilà, comment dire, le voyage multiformat des données. On était parti de l'environnement CSV, on s'est stocké dans un environnement Cloudhunt serveur de documents JSON, très adapté à l'environnement mobile, à l'environnement connexion multiple, capable de donner de l'information quoi qu'il arrive, pour ensuite aboutir et être raffiné éventuellement, mis sous forme relationnelle pour être plus adapté par rapport aux outils du marché. Cette base d'HDB est accessible soit ici par l'interface, on a tout un tas de possibilités en termes d'analytique, dérouler des scripts R, etc., faire appel à des fonctions analytiques internes au serveur d'HDB. Mais bien entendu, ce DashDB est accessible depuis l'extérieur. Hein. Et par exemple, ici, on vous donne les informations de connexion. Voilà, vous utilisez un driver JDBC, voilà les informations qui me serviraient en forme sans protection de communication ou format SSL, etc. Donc voilà pour, comment dire, les possibilités offertes en combinant ces informations, ces services bases de données entre les divers composants et services de Bluemix. J'ai fait cette application, je l'ai développée à partir de Bluemix. Hein, c'est une application tout à fait classique hein, et simple au niveau, comment dire, développement. Voilà, très simple, très efficace. J'ai mes données, je les mets au format qui me sont le plus adaptés. La partie, ce qui est important, c'est la partie réplication, synchronisation entre ces environnements. C'est à la charge de mes services. C'est à eux de s'entendre. Moi, je dis ce qu'il faut et c'est eux qui le réalisent, ce qui fait que la mise en œuvre, comment dire, de l'utilisation de données polymorphes hein, sous format différent un peu partout est à la charge. Ça me simplifie grandement mes développements et me permet surtout d'offrir des services à mes utilisateurs finaux très simplement. Merci voilà. beaucoup Alors, je Vincent. regarde si les questions que je n'aurais pas pu voir. Oui. Merci beaucoup Vincent. Et je vais juste clore le webinaire. On a répondu aux questions en ligne directement en fait. On a répondu à quasiment toutes les questions. Ah d'accord, ok, très bien. Merci beaucoup pour cette démo de Cloudhunt HDB. Je veux juste finir en partageant quelques liens importants sur ces sujets-là. Il y a le lien de la formation gratuite, l'Open Classroom, qui est disponible et que vous pouvez accéder pour Bluemix. Il y a le Meetup Bluemix à Paris qui est très actif, qui propose des meetups quasiment tous les mois sur des sujets très intéressants tels que l'Internet des objets, Analytics, Watson, Cloud Hybrid. Vous pouvez aussi accéder aux liens sur l'ensemble des webinaires Bluemix qui sont organisés en français mais aussi en anglais sur plein d'autres sujets. Et si vous avez des questions techniques, des problèmes, n'hésitez pas à aller sur la communauté Bluemix, soit via Stack Overflow, soit via IBM DevOps, soit en allant voir les tutoriaux, etc., qui sont disponibles dans la communauté Bluemix. Et donc voilà, je vous remercie à tous pour cette participation au webinaire. N'hésitez pas à nous contacter, soit Vincent, soit moi-même, pour toutes vos questions à propos de Bluemix, des outils qui sont offerts dans le catalogue de services. Si vous avez besoin d'aide sur vos projets, etc., n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, encore merci Vincent pour ta démo et un merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Et à très bientôt sur Bluemix. Merci, à bientôt, au revoir. Au revoir.